Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aux Bitcoiners, Bitcoineuses. Aujourd'hui, on est là pour présenter la présentation qui a été faite à la Web School de Tours à la pépinière d'entreprise. C'est une présentation sur les crypto-monnaies et Bitcoin de façon à ce que tout à chacun en France puisse y connaître un petit peu plus sur le sujet Bitcoin. Au niveau de l'association Crypto Info, donc c'est une association qui vient d'être créée cette année. Au cas où, s'il y a des personnes qui souhaitent y adhérer, on accepte les bitcoins et PayPal, mais pour l'instant pas les banques. Voilà. On va commencer tout de suite. Donc, la cryptographie, c'est quoi? Donc, la cryptographie, il faut savoir qu'elle existe depuis l'Antiquité. On a l'exemple de César et son roi 13 qui envoyait tout simplement des messages codés à ses généraux à Rome, également à ses généraux pendant les guerres. C'est pour ça qu'il a pu s'étendre aussi facilement. Il donnait ses ordres de façon à ce que seul le général puisse obtenir le message et décrypter le message. À la fin du XXe siècle, grâce à l'informatique, on voit la cryptographie asymétrique apparaître. Et en fait, la cryptographie asymétrique, ça prend en compte une clé publique ainsi qu'une clé privée. En gros, vous avez une clé privée que vous gardez toujours avec vous, dans votre tête ou quelque part, et la clé publique que tout le monde peut voir, en fait. En fait, on différencie cryptographie de la sténographie. Donc tout simplement parce que la cryptographie, c'est que seul qui de droit peut ouvrir le message. En fait, la cryptologie également, c'est vraiment l'art des codes secrets. Donc, voilà. Et donc la cryptographie aujourd'hui, elle est destinée à protéger des messages en s'aidant de secrets ou de clés pour assurer la confidentialité, l'authenticité des messages ainsi que son intégrité. On va passer à l'historique donc des crypto-monnaies. J'ai fait un tout petit historique parce que on aurait pu l'élargir de façon assez conséquente. Donc pour le petit historique à savoir, c'est que les monnaies cryptographiques existent depuis 1987. La première d'ailleurs a été inventée par un mathématicien américain et elle s'appelait DigiCash. Donc la particularité de cette monnaie cryptographique qui utilisait un protocole cryptographique, c'est qu'elle était centralisée et donc tout simplement qu'il y avait un propriétaire. D'ailleurs, elle a fait faillite à peu près 11 ans plus tard, donc DigiCash fait faillite en 98, et une année auparavant, donc il y a Hashcash, donc qui est un système de travail, de preuve de travail, également une autre monnaie cryptographique qui fait son apparition, qui finit par mourir entre parenthèses au début des années 2000. Ensuite, donc à savoir qu'il y a eu aussi la création d'une autre monnaie numérique qui s'appelait BitGold, qui a été créée par Nick Szabo. Donc c'est un grand chercheur physicien donc qui a mis en place donc BitGold, qui était une chaîne soi-disant infalsifiable et qui s'est révélée très vulnérable à certaines attaques. Et cette monnaie était basée donc sur de l'or. Et enfin, donc le Bitcoin aujourd'hui, c'est ce sur quoi on parle le plus, la monnaie cryptographique qui fait grand bruit en ce moment, donc qui a été créée en 2009. Donc on connaît pas l'énigmatique créateur de Bitcoin qui se fait appeler par un pseudonyme qui a pour nom Satoshi Nakamoto. Par contre, il n'y a rien de bien énigmatique quant au protocole Bitcoin, quant au logiciel qui a été créé derrière. On va rentrer dans le vif du sujet, donc c'est quoi Bitcoin? Pendant la conférence, j'avais proposé aux personnes qui étaient présentes de regarder une vidéo qui a été réalisée par Science et Avenir, que vous pouvez retrouver tout simplement sur YouTube. Voilà. Donc le Bitcoin, c'est avant toute chose un protocole open source. Donc tout comme le protocole open source TCP/IP, qui nous permet d'utiliser aujourd'hui Internet, tout comme le protocole open source SMTP, qui nous permet d'avoir les emails, ou le protocole RCP,
qui nous permet d'avoir Skype, la visioconférence, etc. Le protocole open source Torrent, que quasiment tout le monde a utilisé, ne serait-ce qu'en téléchargeant des films, des musiques ou des logiciels par Internet, donc qui nous permet tout simplement de télécharger. Ainsi que maintenant, nous avons le protocole open source Bitcoin, et dont l'unité de compte est le Bitcoin. Vous remarquez, Bitcoin avec un grand B pour le protocole open source, Bitcoin avec un petit b pour l'unité de compte Bitcoin. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur les protocoles open source, tout simplement, c'est que un protocole open source est inarrêtable et que personne, ni un État, ni une entreprise ne peut arrêter un protocole open source qui est mis en place. On aurait pu aussi parler des smart contracts pour Bitcoin, mais ça aurait été un peu plus compliqué. On aurait déjà dû expliquer ce que c'était qu'un smart contract. On préfère parler dans un premier temps de monnaie. Donc comment différencier le protocole des protocoles open source de Bitcoin? Suite à ça, on s'est posé la question, donc qu'est-ce qui différencie finalement la téléphonie d'un protocole open source comme Internet? Eh bien, la téléphonie prend en compte un réseau qui est centralisé et qui est non naïf. Donc je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'il est centralisé par des entreprises de type SFR, Bouygues Télécom, Orange, Free, etc. et qu'il utilise un réseau non naïf. Donc ça, nos politiciens ainsi que les dealers le savent, quand vous passez un coup de téléphone, vous êtes enregistré. Et le cas échéant, on peut se servir de ce que vous avez dit via le téléphone. Donc le réseau est non naïf puisqu'il sait et il peut savoir ce qu'il transporte. Quant aux innovations, il y a des mises à jour qui sont obligatoires, c'est-à-dire que dès qu'on veut mettre en place une nouvelle innovation, par exemple, on passe de la 3G à la 4G, il faut mettre à jour toutes les infrastructures, c'est-à-dire mettre à jour les antennes ou voire même changer les antennes. Ensuite, il faut savoir qu'il y a forcément toujours des conditions et des limites d'utilisation. Internet, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le réseau est totalement décentralisé. Il utilise un réseau naïf, c'est-à-dire que le réseau naïf ne se préoccupe pas de qu'est-ce qui est transféré entre telle et telle personne. Il n'y a pas de mise à jour au niveau des innovations, donc très important également. Les mises à jour se font directement sur les applications type Facebook, Google, etc. Et ce qui décentralise le tout, c'est le cloud. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire en fait aujourd'hui quand même, c'est que ça fait un petit moment qu'Internet fonctionne, et aujourd'hui la majorité des communications dans le monde passent par Internet, que ce soit par mail, par Facebook ou autre, mais la majorité des communications passent par Internet et non par le téléphone. On passe maintenant à quoi peut-on comparer les crypto-monnaies telles que Bitcoin. Donc on peut comparer les crypto-monnaies aujourd'hui aux banques. Tout comme la téléphonie et Internet, on a d'un côté les banques qui sont centralisées, de l'autre côté Bitcoin et les crypto-monnaies qui sont décentralisées. D'un côté les banques qui utilisent un réseau non naïf, c'est-à-dire que tout ce que vous avez, ce que vous utilisez via votre compte en banque, tout est su. Et contrairement à ça, les crypto-monnaies qui utilisent un réseau naïf, c'est-à-dire que peu importe ce que le réseau transporte, il le transporte d'un point A à un point B, tout comme un transporteur. Au niveau des innovations, pour les banques, il y a toujours des mises à jour qui sont obligatoires, telles que l'innovation qu'on a eue dernièrement, enfin la mise à jour qu'on a eue dernièrement au niveau européen pour se mettre en conformité au niveau français. On est passé du RIB à l'IBAN plus le BIC. On a aussi d'autres innovations, d'autres mises à jour et mises en conformité obligatoires, par exemple pour Visa, Mastercard, où aujourd'hui tous les commerçants sont obligés de se mettre à jour sur des mises en conformité telles que PCI DSS. Et donc à chaque fois pour les banques, il y a des conditions et des limites d'utilisation. Alors que pour les crypto-monnaies, eh bien l'innovation
Il n'y a pas de mise à jour obligatoire. Les mises à jour se font directement sur les applications. J'ai mis comme exemple Pemium et Mongox. Donc j'ai volontairement mis Mongox tout simplement parce que les mises à jour sur cette application n'ont pas été effectuées. On sait ce que ça a donné pour ceux qui connaissent et qui ont connu la débâcle de Mongox. Et ce qui décentralise les crypto-monnaies, ce sont les mineurs. Et également, il n'y a pas de condition d'utilisation pour utiliser Bitcoin. N'importe quelle personne qui veut utiliser Bitcoin peut le faire. Et personne ne peut se faire geler tout simplement son compte. Donc ça, c'est une vision du futur. La dernière petite phrase, c'est que demain, la majorité des transactions financières dans le monde passeront très certainement par les crypto-monnaies. Voilà. Le Bitcoin, une monnaie. Donc si Bitcoin est une monnaie, celle-ci est universelle. Elle circule dans le monde entier. Elle est virtuelle. Elle utilise un réseau tel que le réseau Internet pour fonctionner. Elle est totalement décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité centrale, telle qu'un État ou une entreprise ou une banque centrale. Il n'y a aucune condition arbitraire pour l'utiliser. Personne ne peut geler votre compte si vous l'utilisez. Et sa création est prédictible et limitée. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que vous voyez très certainement le petit schéma sur le côté droit de votre écran. En fait, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une courbe asymptométrique. C'est-à-dire que on a créé la rareté du Bitcoin de façon à faire en sorte que entre 2040 et 2140, on atteigne un point entre 20 et 21 millions de bitcoins. En fait, au fur et à mesure du temps, on sait exactement combien de bitcoins sont en circulation. Par exemple, aujourd'hui, il y a environ 12 800 000 bitcoins en circulation. Peut-être que si vous regardez cette vidéo dans quelques temps, il y en aura un peu plus. Tout ça pour dire que la chose la plus importante pour Bitcoin est de faire en sorte qu'il y ait une adoption au niveau des commerçants et au niveau des personnes, de façon à ce que Bitcoin soit une référence au niveau international. Merci de votre attention. C'est la fin de cette première partie pour la conférence de Crypto Info. Dans les prochains jours, pour ceux qui le désirent, vous allez recevoir une notification pour vous dire qu'on a mis les prochaines parties en ligne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à une prochaine fois.